Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire ce que j'ai pensé de mes lectures du mois d'août. En août, j'ai lu davantage de romans qu'au cours du mois de juillet. Pourtant, mon planning a été sensiblement le même. J'étais à la maison, on est parti en vacances par intermittence, j'avais les deux enfants avec moi. Mais je pense que ce qui a fait la différence entre ces 2 mois, c'est que je m'étais prévu des lectures, somme toute, assez courtes et rapides pour le mois d'août. Contrairement à là où je vous filme, on est au mois de septembre et je me suis prévu toutes les grosses bricasses que je n'ai pas pu lire au cours de l'été parce que je savais que les enfants allaient être respectivement à l'école pour Marius et à la crèche une grosse partie de la semaine pour Louise. Donc je savais que j'allais avoir davantage de temps à consacrer à la lecture. Voilà, ça a été assez stratégique comme choix. Donc je peux vous dire qu'au mois d'août, j'ai lu 8 livres et comme d'habitude, on va commencer par la lecture qui m'a moins convaincue que les autres, même si je ne vais pas vous en dire grand chose, étant donné que ce titre, je vous en ai déjà bien parlé au cours de mon vlog du mois d'août. Donc si mon avis vous intéresse, je vous renvoie à cette autre vidéo qui est déjà en ligne. Il s'agit de Celle qui reste. C'est écrit par Samuel Barbier qui m'avait bien convaincue avec son premier roman La Sirène et Le Scaphandrier l'année dernière, mais qui n'a pas su me convaincre avec son deuxième ouvrage. C'est dommage, mais je lui laisserai quand même sa chance en me procurant un de ces quatre, son troisième roman lorsqu'il sortira en poche parce que le sujet me tente bien davantage. En attendant, j'ai mis à ce livre la note de 2 sur 5. J'ai réussi à sortir une relique de ma pile à lire. Il s'agit de Trouver les mots. C'est écrit par Julie Buxbaum et c'est sorti aux éditions PKJ. Ce livre, je l'ai dans ma pile à lire depuis des années et des années. Je crois que j'ai dû me l'acheter en 2016, quelque chose comme ça. Donc ça remontait vraiment et il était plus que temps que je réussisse à lire ce livre. Je me suis motivée, je me suis dit cette couve, elle fait penser à l'été, donc je vais sortir ce livre de mes bibliothèques dans le courant de l'été. Et en réalité, quand on lit ce livre, on peut clairement le lire à n'importe quelle période de l'année, ça marche tout aussi bien. C'est clairement un roman pour les adolescents qui parle d'adolescence. On a d'un côté David qui va à l'école, qui est très solitaire et qui souffre d'une forme particulière d'autisme dont vous avez sans doute déjà entendu parler à plusieurs reprises. C'est le syndrome d'Asperger. Il est très intelligent et il recueille des données sur des sujets en particulier et c'est quelqu'un de très sensible. Et de l'autre côté, on a Kit qui était une adolescente assez lambda jusqu'à ce qu'un drame survienne dans sa vie. Elle a perdu son papa qui est mort au cours d'un accident de voiture et depuis que cet accident a eu lieu, eh bien, est survenu tout un travail de deuil. C'est un processus qui est long, laborieux, difficile. Kit n'en sortira d'ailleurs pas indemne et elle va un peu reconsidérer sa façon d'être, sa manière eh bien, de vivre, les personnes qu'elle côtoie au quotidien. Elle va un peu tourner le dos à ses amis pour essayer de se réinventer et ce faisant, elle va se rapprocher de David qui flash complètement sur elle et eh bien, ce drame va leur permettre d'aborder le début d'une amitié, voilà, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai mis un 2,5 sur 5 à cette histoire? C'est parce que je pense que si j'avais lu ce livre il y a 8-9 ans, je l'aurais bien plus apprécié qu'en l'ayant lu là très récemment. Tout simplement parce que mes goûts ont changé, je suis moins attirée par ce genre de récit young adulte, c'est plus trop ma tasse de thé. Je trouve que ce livre, il ressemble à plein d'autres livres du même genre en fait. C'est difficile de trouver en quoi est-ce qu'il peut se démarquer parce que il y en a des tout aussi bons et des bien meilleurs par ailleurs. Donc j'ai eu l'impression de lire un récit entre guillemets banal, pardonnez-moi le terme, mais parmi un catalogue extrêmement conséquent de titres du même acabit. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est un livre qui est assez touchant de par le thème du deuil qui est abordé,
Mais on parle pas que de deuil, c'est aussi un point positif parce qu'on parle de plein de choses. On parle de premiers amours, on parle d'amitié, on parle de tolérance, d'acceptation, de maladie, bref, plein de thématiques finalement assez fortes et qu'on retrouve quand même régulièrement dans ce genre de récit. Une autre chose qui m'a vraiment convaincue, c'est le twist final. Alors ça, vraiment, à aucun moment, je ne l'ai vu venir et je me suis sentie véritablement surprise en terminant ma lecture et surprise dans le bon sens. J'ai eu un petit effet waouh, je m'y attendais pas du tout, vous voyez. Donc rien que ça a un peu relevé la note et mon appréciation générale de la lecture. Maintenant, voilà, c'est pas un livre qui va révolutionner le genre, c'est un livre que je vais avoir tôt fait d'oublier et surtout tôt fait de revendre parce que je ne souhaite pas le conserver dans mes bibliothèques, ça ne servira à rien, je sais que je n'aurai pas la curiosité de m'y replonger un de ces jours. Et j'ai aussi trouvé qu'il était inutilement tire-larme, voilà, ça j'ai trouvé ça dommage. C'est mon petit bémol concernant ce récit. Voilà, donc c'est un 2,5 sur 5 pour trouver les mots. Je passe ensuite au livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5, donc il y en a eu plusieurs. Je peux notamment vous parler de ma relecture du tome 10 de La Communauté du Sud de Charlène Harris. Je ne vais pas m'y appesantir trop longtemps parce que cette série, vous la voyez très régulièrement passer dans mes points lecture, étant donné que je lis un tome par trimestre. Pour rappel, ou plutôt je relis puisque c'est une série que j'ai déjà lue et relue à de nombreuses reprises maintenant, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, j'aime beaucoup cette série et j'aime beaucoup l'urban fantasy de manière générale, voilà. Donc je ne vais pas vous rebrosser le contexte de l'histoire, simplement vous dire ce que j'ai pensé rapidement de ce 10e tome que j'ai bien aimé puisque 3 sur 5 c'est une note à tout ce qu'il y a de plus acceptable. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a l'apparition d'un nouveau personnage dans ce récit, qui est le créateur d'Eric, qu'on avait pour le moment quasiment pas entendu parler, alors que c'est quand même un personnage qui est très fort, qui est extrêmement secret et charismatique. Donc moi j'ai bien apprécié cette apparition dans le tome 10. On a un petit duo, un petit binôme qui se met en place avec Suki et son cousin Faye qui s'appelle Claude et qui va venir cohabiter avec elle. Évidemment, j'ai bien aimé l'ambiance générale propre au récit parce que, voilà, vous le savez, c'est vraiment un récit qui est cher à mon cœur. Néanmoins, ce tome 10 ne fait pas partie de mes préférés parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs. C'est un tome qui est très axé sur le passé des vampires que sont Eric et Bill, et j'ai trouvé que ça en devenait un petit peu trop redondant. On était davantage dans la narration que dans l'action et j'avais envie qu'il se passe plus de choses au cours de ce tome, sauf que c'était pas possible parce que voilà, on remontait le fil de l'histoire à la fois pour l'un et l'autre des deux vampires. À la limite, j'aurais préféré que ce soit plus dilué dans la série en intégrant le passé de Bill dans un autre tome et le passé d'Eric, pourquoi pas, voilà, dans ce tome-ci, puisqu'il y avait l'apparition de son créateur qui se prêtait bien à l'ensemble et à tout ce contexte historique. Donc c'est un peu mon bémol, j'ai trouvé que c'était plutôt un tome de transition qu'autre chose. Maintenant, ça reste La Communauté du Sud, ça se lit comme ça. J'adore être plongée dans le quotidien de Suki, la voir vaquer à ses diverses occupations. C'est vraiment un régal pour mes yeux de lectrice que d'être plongée dans cette atmosphère-là. Et je suis déjà un petit peu tristounette de me dire que ma relecture va bientôt toucher à son terme. En tout cas, c'est prévu pour l'année prochaine puisqu'il ne me reste plus que 3 tomes à lire. Ça va donc arriver très vite. J'ai aussi mis la note de 3 sur 5 à ce roman-ci qui est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc je l'ai aux éditions Point, au format poche. Et je suis assez déçue de ma notation parce que franchement j'avais de grandes attentes concernant ce livre. Je sais qu'il a énormément plu, il a vraiment su conquérir son public, j'espérais qu'il réussisse à conquérir mon cœur. Mais non, mais comme je vous le dis, 3 sur 5 c'est pas si mal. Sauf que quand on attend énormément plus, eh bien la chute est un petit peu plus brutale forcément. Alors de quoi parle Là où chantent les écrevisses? Eh bien ça nous parle d'une jeune fille
qui s'appelle Kiya et qui est surnommée la fille des marais. Elle vit en Caroline du Nord. Dans une cabane abandonnée dans les marécages. Elle va très rapidement se retrouver toute seule puisque la mère va abandonner le foyer, suivie par la suite par tous les enfants, tous les frères et sœurs de Kiya. Kiya va donc rester seule à bord avec son père qui se traîne une réputation de paresseux, de feignant, d'ivrogne également, qui prend absolument pas soin de sa famille. Kiya va se retrouver forcée de tenir la maison alors qu'elle n'est âgée que d'une dizaine d'années. Et sa vie va quand même changer le jour où elle va rencontrer Tate qui habite en ville et qui fait souvent de la pêche. Et c'est à cette occasion-là qu'il va rencontrer cet enfant qu'est Kiya et il va se mettre en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Et ça va ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons à Kiya. Voilà. Alors, je ne m'attendais pas forcément, en commençant ce livre, à voir qu'il y avait un mélange des genres qui pouvait s'opérer. C'est-à-dire qu'on est dans un récit qui mêle à la fois nature writing et roman un petit peu policier, un petit peu enquête, vous voyez. Parce qu'il va y avoir une double temporalité. On est à la fois au présent où il y a un homme qui a été retrouvé mort et il y a une forte suspicion d'assassinat. Et de l'autre côté, on remonte donc le fil du passé de Kiya, de son enfance à son adolescence, pour en venir au temps présent. Donc on va la voir passer par différents seuils de sa vie et c'est un récit qui est très lent, très contemplatif, du nature writing, vraiment comme on peut l'imaginer. C'est un récit qui a une certaine poésie dans son écriture, qui intègre d'ailleurs des poèmes écrits par l'auteur. Et qui nous parle de faune et de flore. Donc on nous parle de hérons, on nous parle de poissons, on nous parle de tout un tas de plantes. Et c'est vrai qu'il faut y être quand même assez sensible. Et je dois vous avouer que j'ai pas la réputation d'être une grande terre à terre. Et pourtant, j'ai eu l'impression d'être un peu trop terre à terre en lisant ce livre, parce que je n'ai pas réussi à saisir la beauté de la nature qu'a voulu me dépeindre Delia Owens. Je suis un peu restée sur ma faim et c'est dommage. Et j'ai trouvé que le mélange n'était pas harmonieux entre cette espèce de communion de la nature que l'on veut nous décrire et cette enquête. On va passer aux livres qui ont eu un 4 sur 5 et il y en a deux. Le premier, je ne vais pas vous en dire grand chose finalement parce que là aussi c'est une suite de séries à l'image de La Communauté du Sud. Il s'agit de Charlie Davidson et en fait vous m'aviez choisi dans ma pile à lire participative estivale d'intégrer le 12e tome. Sauf que au moment où j'ai sorti de ma pile à lire physiquement et que j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir manqué un wagon. Et en effet, je me suis rendu compte très vite que le 11e tome, qui est donc celui-ci, je ne l'avais pas encore lu. Donc évidemment, je suis allée reposer le tome 12 et j'ai lu le tome 11. Voilà. Sachant que tout comme pour la série La Communauté du Sud, c'est une saga qui comporte au total 13 tomes. Donc là aussi, j'approche dangereusement de la fin. Est-ce que je dois vous préciser que j'ai adoré ma lecture? Voilà, bon, peut-être pas, puisque je vous ai dit juste avant que j'ai mis un 4 sur 5 à ce livre. C'est toujours aussi joyeux, c'est toujours aussi décalé. Et en même temps, il y a toujours des rebondissements, des moments de grande tension. Bref, on passe du rire aux larmes en une fraction de seconde. On retrouve tous ces personnages géniaux et adorables que j'aime tellement depuis 10 tomes maintenant, 11 pour le coup. Grosse satisfaction de retourner dans cet univers. Le seul bémol à mes yeux, c'est que désormais, on peut le dire, la série est bientôt terminée. Et je trouve que l'auteur ne commence pas à en venir à sa fin. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on amorce le chemin qui va nous permettre de clôturer en beauté cette intrigue
Et j'ai peur, vraiment j'ai très peur que la fin soit bâclée dans le tome 13. Ça m'angoisse un petit peu, je dois dire. Si jamais vous avez fini la saga, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors surtout pas pour me spoiler, mais pour me dire si la fin vous semble cohérente, si la fin vous a satisfait, si vous trouvez que vous n'avez pas manqué d'informations, parce que j'ai vraiment du mal à me dire que dans 2 tomes c'est fini. L'autre livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5, là non plus je vous en dirai pas grand chose, mais pour d'autres raisons, c'est parce que mon avis, je vous l'ai déjà livré dans mon vlog du mois d'août. Il s'agit du tome 3 de la saga de Cozy Mystery Agatha Raisin, que là aussi j'ai franchement adoré. Je me suis ensuite plongée avec beaucoup d'enthousiasme dans le tome 2 de cette trilogie qui m'a été envoyée il y a quelques temps maintenant par les éditions Snag. Donc c'est le tome 2 qui reprend en fait une libre adaptation de l'univers de Lewis Carroll dans son Alice au Pays des Merveilles. Ce tome 2 c'est Blood of Wonderland. C'est écrit par Colin Hawkes et j'avais eu un presque coup de cœur l'année dernière en lisant le premier tome. Alors qu'en est-il de ce tome-ci? Eh bien j'ai décidé de mettre là aussi un 4 sur 5 à cette histoire. Je l'ai un tout petit peu moins aimé que le premier tome, tout en notant encore une fois le potentiel incroyable qu'offre cette histoire. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis que je l'ai moins aimé? C'est parce que il souffre de la maladie des tomes 2. Très souvent, les tomes 2 souffrent de longueur, sont plutôt des tomes de transition. Et là, en effet, j'ai trouvé que l'intrigue était plutôt faible, plutôt en dessous de celle qu'a pu apporter le premier tome et qui était tout bonnement explosive. Voilà. Là, il se passe pas grand chose. Déjà que le récit est court, il fait à peine 300 pages et c'est écrit vraiment très gros avec des marges assez importantes. Et très honnêtement, dans les 100 premières pages, il se passe pour ainsi dire rien. Voilà, on suit notre personnage principal qui s'appelle Dina, qui est la fille du roi de cœur. Et d'ailleurs, Dina, il me semble que Dina, dans le roman de Lewis Carroll, c'est la chatte d'Alice, si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, ici, ce n'est pas une chatte, c'est bien une princesse, c'est la princesse de cœur, qui a pris la fuite puisqu'elle est pourchassée par son père, le vilain roi de cœur, qui lui veut clairement sa peau et qui l'accuse de méfaits qu'il a causés lui-même. Je vous en dirai évidemment pas plus pour ne pas vous spoiler, mais en fait j'aime énormément cet univers de fantasy qu'a réussi à construire l'auteur à l'aide d'une base déjà existante, mais elle en a fait vraiment quelque chose qui lui est propre. Et à chaque fois qu'on retrouve un élément du roman ou du dessin animé Disney, c'est une source inépuisable de joie pour moi et d'excitation. Parce que vraiment, là par exemple, on a retrouvé dans ce tome 2 le personnage de la chenille qui fume à longueur de journée son narguilé. Et évidemment, c'est détourné par Colin Hawkes, c'est fait d'une manière très intelligente. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré cet aspect-là. Et ce qui m'a énormément plu également, et ce qui a un peu remonté ma note globale, parce que sinon, je vous l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose, c'est qu'on a un rebondissement, une espèce de révélation fracassante que je n'avais absolument pas vu venir, mais qui fait considérer les choses sous une autre perspective, qui amène plein de piquants pour la suite et la fin de cette trilogie que j'espère pouvoir lire tout bientôt lorsqu'elle sera traduite par Snag, parce que franchement je trouve qu'on ne parle pas suffisamment sur la blogo et sur YouTube de cette trilogie qui pourtant est pleine de peps, hyper dynamique, très bien écrite et traduite. Et c'est assez frustrant parce que l'univers est canonissime, les personnages incroyables, c'est un petit peu sanglant, un petit peu violent sur les bords, mais ça se lit quand même sans trop sourciller, hein, je vous rassure. Même si on n'a pas tous évidemment les mêmes sensibilités. Mais bref, je trouve que vraiment c'est une petite pépite hein, ce récit, je ne m'en lasse pas. Et même si ce tome 2 est plus faible que le premier tome, je ne doute pas une seule seconde que je vais me prendre comme une explosion dans la tronche la lecture du tome 3. Voilà.
et encore une fois je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc merci Snag pour avoir pris la peine de m'envoyer ce livre. J'ai un peu tardé à le lire, je l'avoue, mais maintenant que c'est fait, je veux absolument la suite. Voilà, c'était vraiment bien. Et puis finalement, je clôture cet avis livresque avec un petit coup de cœur puisque j'ai lu mon premier Laurie Nelson Spillman. Je vous en ai un tout petit peu parlé dans mon vlog du mois d'août, donc je vais étoffer mon avis dans cette vidéo. J'ai donc lu Demain est un autre jour. Je déteste en revanche les couvertures poches des romans de cet auteur. Il n'y en a pas une seule qui trouve grâce à mes yeux, vraiment. Autant les grands formats sont très chouettes, mais alors les poches, ça ne passe pas. Qu'importe, puisque l'histoire a été au rendez-vous. C'est une histoire qui commence avec une liste, et moi j'ai remarqué que ça marche plutôt bien avec moi. J'aime bien les romans qui partent de ce postulat-là de départ. Alors, c'est un roman qui a clairement su trouver son public, mais je comprends aussi les détracteurs, puisque la critique qui revient le plus souvent à l'égard de cette histoire, c'est que c'est une histoire qui n'est pas plausible. On n'y croit pas, oui c'est vrai, mais après il faut prendre ce roman pour ce qu'il est, c'est-à-dire un roman, une fiction, voilà. Donc on va suivre notre personnage qui s'appelle Brett. Brett est en deuil puisqu'elle vient de perdre sa maman, qui a succombé à une maladie. Et elle s'attend à prendre sa place de PDG au sein de l'entreprise qu'elle dirigeait. Sauf que le jour de l'ouverture du testament, accompagnée de ses belles-sœurs et de ses deux frères, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu, puisque non seulement Brett ne va pas hériter, mais elle va devoir réaliser à la demande expresse de sa mère une liste de 12 ou 13, je ne me rappelle plus combien, actions, rêves qu'elle désirait réaliser lorsqu'elle était adolescente. Sauf que ces aspirations de l'époque ne sont plus du tout à l'ordre du jour et qu'il va falloir qu'elle renoue avec la Brett du passé si elle a envie de débloquer ses parts de l'héritage. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai trouvé ça en effet un petit peu décalé, un petit peu loufoque, mais humoristique et mignon comme tout. Et tous les personnages étaient tellement attendrissants. Je verrais tellement bien ce livre adapté en téléfilm, vous voyez. Ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la part d'inattendu dans ce roman, c'est-à-dire que on se doute que Brett va arriver à ses fins, mais on ne sait pas trop par quel biais, on ne sait pas ce que le destin lui réserve, et j'ai trouvé que ce que lui réservait l'auteur, eh bien, était vraiment sensé. Alors quand j'ai un coup de cœur, souvent je trouve pas de point négatif à un roman, sauf que là je vous dis c'est un petit coup de cœur parce que j'ai quand même un petit point négatif qui m'a dérangé tout au long de ma lecture et qui m'a fait hésiter jusqu'au bout à savoir si oui ou non ce livre allait être un coup de cœur. Et finalement est arrivée la fin et je suis passée outre. Ce qui m'a pas trop plu, c'est le côté très fleur bleue de Brett qui s'amourache pour un oui ou pour un non. Je crois qu'on appelle ça cœur d'artichaut. Et bah Brett, c'est un gros cœur d'artichaut. C'est-à-dire qu'elle est capable de tomber amoureuse de 3 mecs différents en l'espace de 10 minutes. Peut-être que je grossis un peu le trait, mais grosso modo c'est ça. Elle va avoir des petits crushs au cours du récit et franchement à un moment donné ça m'a fait tiquer. Je me suis dit mais c'est pas vrai, elle est encore repartie pour un tour quoi. On ne s'en sort plus. Mais en même temps, écoutez, ça a été une lecture tellement feel good, tellement je me suis amusée. Dès que je le reposais, je n'avais de cesse que de grappiller 2 secondes de ma vie pour pouvoir lire 3, 4 mots, 5 phrases. Peu importe, le principal pour moi c'était à chaque fois de pouvoir remettre le nez dedans. Donc c'est quand même un signe qui montre, qui prouve que j'étais bien dans ce livre. J'étais immergée dans ce que je lisais et je passais un excellent moment de lecture entre émotion et rigolade. J'ai franchement adoré mais tout et je lirai avec plaisir les autres romans de l'auteur parce que ça m'a rendue vraiment très curieuse de découvrir ses autres livres, d'autant que j'avais entendu parler de son deuxième sur les pierres de Parlant qui me tente énormément, donc voilà. Magnifique découverte et qui a signé ma plus jolie lecture du mois d'août surtout.
C'est donc avec ce roman que je termine cette longue vidéo, longue parce que j'ai eu pas mal de livres à vous parler là aujourd'hui, à vous donner mon avis. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui. En tout cas pour ma part je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!